En manchette de vos infos Témis, attention, le froid est dangereux. Le Québec est en déclin selon le Parti libéral du Québec et Québec lance une nouvelle mouture pour le transport aérien. Mais d'abord, les concessionnaires automobiles de la région, comme d'ailleurs dans la province, demandent au gouvernement fédéral de modifier les récentes règles imposées à leurs travailleurs immigrants. Les nouvelles normes d'embauche de travailleurs étrangers temporaires mettent en péril, selon la Corporation des concessionnaires automobiles du Nord-Ouest et la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, leur capacité à répondre aux besoins croissants en main-d'œuvre qualifiée, particulièrement dans des régions comme l'Abitibi et le Témiscamingue. Dans notre région, les travailleurs étrangers représentent actuellement 30% de la main-d'œuvre en mécanique automobile, un chiffre qui pourrait grimper à 45% d'ici 3 ans en raison des défis persistants à recruter localement. Malgré des efforts de recrutement importants, les concessionnaires doivent composer avec une forte concurrence du secteur minier, qui offre des conditions salariales souvent inégalées. Les membres soulignent aussi que les concessionnaires jouent un rôle essentiel pour la sécurité et l'économie des communautés locales. Les nouvelles restrictions fédérales, notamment la limitation des travailleurs étrangers temporaires à 10% des effectifs et la réduction de la durée des visas à 1 an, risquent d'amplifier les pénuries de main-d'œuvre, mettant en danger ces services cruciaux. Québec annonce une bonification de l'offre de francisation dans la région de l'Abitibi et Témiscamingue, une hausse qui permettrait à plus de 430 élèves supplémentaires d'accéder à des cours de français dans la région d'ici le 31 mars prochain. Dans les centres de services scolaires, dont celui de Lac-Témiscamingue, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration travaille conjointement avec le ministère de l'Éducation afin de trouver des solutions pérennes au défi actuel de trouver des places au plus grand nombre de personnes possible, compte tenu de la forte croissance de la demande. Selon les ministres Jean-François Roberge et Bernard Drinville, ce réinvestissement de 10 millions de dollars dans la province est une réponse concrète et nécessaire à l'augmentation de la demande en francisation. Selon le ministre régional Jean Boulet, le français fait partie de notre identité et continuité de ces cours, et la continuité de ces cours est essentiel pour l'intégration des nouveaux arrivants qui nous aident grandement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, le Centre intégré de santé de l'Abitibi-Témiscamingue en appelle à la vigilance des Témiscabitibiens alors que les froids annoncés peuvent nous amener à l'oubli de certains principes élémentaires de prudence. Le bois, le pétrole et le gaz peuvent être mortels en espace clos. L'usage d'appareils de chauffage d'appoint, de fournaises, de poêle à bois peut amener des émanations que l'on ne peut voir ni sentir et non irritants. C'est le monoxyde de carbone. Il peut être évité par l'usage de détecteurs et l'identification des espaces couverts et mal aérés. Les symptômes d'une intoxication peuvent varier des maux de tête à la fatigue, des étourdissements et une perte de conscience. Le premier geste à poser contre ces symptômes est de s'aérer, quitter sans délai les lieux vers l'extérieur. Étant sans contrat de travail depuis le 31 mars 2024, les 700 syndiqués du FTPQ-SCFP 5300 dénoncent les nombreuses concessions demandées par le gouvernement en échange de l'augmentation salariale qui leur est pourtant due dans le dernier contrat de travail pour la période couvrant le 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Pour la soixantaine d'ambulanciers de Sainte-Terre et de Val-d'Or, c'est aussi la hausse salariale de 6% accordée aux membres de la fonction publique lors des récentes négociations du Front commun. Les paramédics qui donnent les services essentiels, les paramédics d'ailleurs en Abitibi puis au Témiscamingue, qui sont eux affiliés à la CSN, sont en poste.
Ailleurs dans l'actualité, l'approche et les propositions de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts relativement à la réforme du régime forestier sont inacceptables. C'est ce que dit l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Justin Picard, le chef régional de l'APNQL, dénonce l'attitude irrévérencieuse, dit-il, et déconcertante du ministère qui, en rencontre le 29 novembre, il serait allé d'un affront à l'égard des Premières Nations et à leurs droits. L'empressement du MRNF et l'absence d'une collaboration rigoureuse, respectueuse et de bonne foi ne permettraient en aucun cas aux Autochtones d'émettre leurs préoccupations et leurs enjeux de façon libre, préalable et éclairée. Aux yeux de l'APNLQ, l'approche générale de Québec dans cette réforme semble fondée sur la satisfaction des besoins de l'industrie forestière, alors que le contenu ne démontrerait aucune réelle volonté d'intégrer les visions et aspirations des Premières Nations ne répondant pas à leurs besoins et allant même à l'encontre de ce qu'elles ont recommandé à répétition par le passé. Face à la situation, si la ministre n'opère pas un virage important dans les modifications apportées au régime forestier, les Premières Nations se mobiliseront et mettront en place les moyens nécessaires pour défendre ceux-ci et imposer le respect qui leur revient. En politique, la session parlementaire qui a pris fin le 6 décembre à Québec n'épargne pas l'Abitibi-Témiscamingue de la spirale de déclin observée par le PLQ, le Parti libéral du Québec. Pour le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et en matière de ressources naturelles, le déclin financier causé par le déficit record du gouvernement de la CAQ priverait les citoyens d'Abitibi et du Témiscamingue des services en santé auxquels ils ont droit et malmènerait leur industrie minière. Le député libéral de Pontiac qui a dressé et dénoncé un sombre bilan de la session parlementaire du gouvernement Legault. En santé, bien loin des 90 minutes promises, les patients d'Abitibi-Témiscamingue attendent en moyenne 3h25 minutes avant d'être pris en charge aux urgences. De plus, a-t-il ajouté, 195 patients d'ici sont en attente d'une chirurgie depuis un an. Et le ministre Dubé continue de modifier ses cibles et de pousser les échéances. Au cours de la dernière session, la Coalition Avenir Québec a également fait adopter le projet de loi 63 qui fait porter sur les municipalités et les MRC tout le fardeau de l'aménagement du territoire minier. L'opposition officielle, en tout cas une partie, s'est exprimée, mais il y a aussi le député Daniel Bernard qui a fait le bilan de la dernière session parlementaire. Il l'avoue, c'est difficile, le monde forestier et la santé. Daniel Bernard, la session parlementaire à Québec s'est terminée, c'est quoi, le 6 décembre? Exactement, le 6 décembre, vendredi le 6. Quel bilan Daniel Bernard fait de son travail pour les gens du Témiscamingue et de l'Abitibi? Ouais, je te dirais, premièrement, je dirais le contexte est très difficile. Puis je parlais avec des gens au gouvernement, puis plusieurs disaient que j'avais un des comtés pas mal les plus difficiles au Québec parce qu'on a des gros dossiers. Puis l'exemple que je ramène tout le temps, le premier qui touche le Témiscamingue, le dossier forestier au Témiscamingue, il n'y a pas un comté ailleurs au Québec qui a un dossier de cette envergure-là. C'est lourd. C'est très gros parce que, oui, quelques scieries ont arrêté, mais quand tu regardes le Témiscamingue, le dossier de Ryan, il n'y a pas un dossier d'équivalent à ça. OK, ailleurs au Québec actuellement. OK, la fermeture complète d'une usine avec plus de 200 emplois qui sont arrêtés, avec les emplois indirects, entre autres. Béarn, qui a été fermé pendant un bon bout de temps, qui vient de réouvrir au moment qu'on se parle. Du côté aussi de Belle-Terre avec Commonwealth Wood, arrêté une période. Donc, je disais... C'est repris Commonwealth aussi? Non, puis eux, mais quand même, la perspective regardait bien parce qu'ils voulaient faire des investissements. Mais quand on regardait ça, puis j'expliquais aux gens, sur une population de 15 000 personnes, le Témiscamingue, on parle de tout ça fermé ensemble, là, avant que Béarn rouvre, on parlait d'emplois indirects et directs, on parlait de
près de 700-800 d'emplois. Puis, tu sais, là, on parle des travailleurs forestiers aussi, la récolte et autres. Donc, puis je dis, c'est une population de 15 000, c'est énorme. Je dis, tu ramènes ça dans une perspective comme à Montréal, ça serait une perte de plusieurs milliers d'emplois, là. Personne n'a ça. Et pour le politicien, souvent, et c'est comme ça, il est accusé souvent de laxisme, de ne pas bouger assez, de ne pas faire les démarches nécessaires pour améliorer les choses. Est-ce que ça met de la pression? C'est ça qui rend le bilan difficile? Non, parce que ça, les gens ils ont vu que j'ai été présent dès le départ. On a rencontré les personnes, mais c'est un dossier complexe. Puis, plusieurs disent, regarde, Daniel fait son possible, mais avec les pouvoirs qu'il a en main de lui-même. On travaille beaucoup, mais si on prend le dossier de Ryan, proprement dit, bon, l'entreprise a fermé une de ses usines. Là, ça prenait un acquéreur potentiel. Puis, dans le contexte forestier actuel, des acquéreurs, ça pleut pas. OK? Au coin des rues. Donc, c'est ça qui est l'enjeu est là. Le gouvernement, il est là pour accompagner. On travaille, le gouvernement, puis on fait des interventions sur le dossier. Ils ont rencontré les travailleurs, ils ont rencontré les maires du Témis, ils ont rencontré Claire Bolduc, les Premières Nations. On a rencontré tous les gens, les rassurer. On est là pour accompagner un acquéreur potentiel, de chercher un acquéreur potentiel. Puis dans le contexte actuel, c'est difficile. Les gens sont conscients et c'est là que nous sommes actuellement. Le gouvernement, il est prêt à accompagner en autant que quelqu'un lève la main. Pour repartir l'usine, dans le contexte actuel, le produit qui était produit à cette usine-là, la cellulose à haute pureté, c'est un marché qui est difficile puis qui est saturé. Donc, il n'y a pas grand monde qui veut reprendre ça puis repartir le même produit. Puis, Rayam ne veut pas avoir un compétiteur. Donc, on est coincé là-dedans. Il faut trouver un acquéreur qui est prêt à investir et développer un nouveau produit dans cette usine-là qui est arrêtée pour reprendre les travailleurs. C'est là qu'on est actuellement. Trouver un acquéreur, un nouveau produit, le gouvernement est prêt à accompagner là, mais c'est plus difficile qu'on anticipait. Et les ligues majeures s'en sont mêlées, si on peut dire. M. Fitzgibbon est venu faire son tour. Oui. Évidemment, les gens des finances, les gros financiers de la province se sont mêlés à ça. Et votre ministre régional, M. Boulay, s'en est mêlé aussi. Oui. Tout le monde a mis l'épaule à la roue. OK? Dès la première journée, quand on a eu l'annonce de fermeture, la première qui m'avait interpellé puis qui a été sur le dossier, c'était Catherine Champagne-Jourdain, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. OK? Elle, donc, tout de suite, parce qu'il fallait mettre un processus pour accompagner les travailleurs qui perdaient l'emploi. Donc, elle a été la première là-dessus. Puis, par la suite, le MEI puis les ressources naturelles. Puis moi, je travaille même avec le bureau du premier ministre là, sur ce dossier-là. Mais comme on disait, donc, M. Fitzgibbon était là dès le début. Puis l'avantage qu'on avait avec M. Fitzgibbon, c'est qu'il venait de l'industrie papetière lui-même. Il avait travaillé pour Domtar à l'époque, il connaissait M. Dottori et autres, et il connaissait tous les joueurs. Donc, il a pris rapidement le dossier en main, et c'est pour ça qu'il était vraiment enclin, puis il était ouvert à venir rencontrer les gens qui a fait ça cet été au mois d'août, là, je crois, de mémoire. Là. Donc, il était vraiment, puis il tient le dossier, puis même, je peux vous dire qu'il est encore quand même un peu en contact, même avec Mme Bolduc, pour savoir comment il va. Donc, c'est un dossier qu'il prenait vraiment, vraiment à cœur. Il est venu à Témiscamingue, puis il voulait vraiment... Puis malheureusement, il a quitté quelques semaines après, mais il a continué à suivre, mais Mme Fréchette a pris le relais aussi. Et l'autre joueur qui était important dans le dossier, c'était Investissement Québec. Okay? Puis la personne est toujours là en poste, puis elle connaît très bien l'industrie, elle connaît très bien l'usine. Donc, les acteurs clés sont encore là, puis on travaille encore pour trouver un acquéreur, puis avoir un... On peut garder de l'espoir? Oui, c'est plus... On savait que ça risquait d'être plus long, mais là, surtout, puis là, on va voir avec qu'est-ce qui arrive aussi
avec l'élection de M. Trump, est-ce que ça va mettre un peu plus de sable dans l'engrenage pour trouver un acquéreur potentiel? Au moment qu'on se parle, je peux pas vous le dire, mais ça fait partie des nouveaux enjeux et de la fameuse taxe qui risque de mettre ses produits. Donc, on a un élément de plus qu'il n'y avait pas il y a quelques mois. Là. Des choses qu'on ne souhaitait pas pour bien des Québécois. Exactement. Le monde de la forêt, c'est difficile, vous l'avez dit. Et en plus, il y a la santé. Exactement. Comment Daniel Bernard agit face aux demandes, à la pression qu'il y a là aussi, parce que c'est un domaine qui est très exigeant, très difficile, lourd également en Abitibi-Témiscamingue. Bilan santé, comment on réagit? Il y a des gens qui vous accusent de mettre le Québec en déclin au niveau santé notamment. Je peux vous dire là, qu'on a on fait un front commun, je vais l'appeler de cette manière-là, les députés de région éloignés. Par exemple, là, à l'Assemblée nationale, mon voisin de bureau, c'est Yves Montigny, le député de René Lévesque. Et on sait que ça a été la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue qui ont été beaucoup cités pour tout ce qui était l'équilibre budgétaire et les difficultés de main-d'œuvre et autres. Donc, on travaille beaucoup de concert ensemble. Le ministre Dubé, il est très conscient de la situation. Et là, maintenant, dans qu'est-ce qui me concerne, on travaille beaucoup. Je travaille avec Mme Caroline Roy, qui est ici au Centre intégré des santé et services sociaux, qu'est-ce qu'on appelle notre fameux CIS, là, de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que le défi de main-d'œuvre est là. OK? Il ne faut pas se le cacher. Et quand le gouvernement a mis en place la loi pour éventuellement ne plus faire affaire à la main-d'œuvre indépendante, ça crée une pression énorme sur notre réseau ici. Donc, Mme Roy est convaincue, elle, que le fait que Santé Québec, en étant en place, pas la semaine prochaine, mais dans le courant des 2 prochaines années, la mise en place devrait nous aider à résoudre une partie des problèmes. Mais nonobstant ça, et je ne le cache pas, je suis quand même inquiet parce que nos besoins de main-d'œuvre sont criants. On a vu ici au Témiscamingue, entre autres, il y a eu du recrutement, des cohortes qui sont venues de l'Afrique de l'Ouest, qui sont arrivées une vingtaine là, l'été passé. On a besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais là, l'autre réforme qui est importante, puis moi, qui m'a vraiment interpellé ici, c'est la fermeture de la coopérative santé. OK? J'étais là à l'époque, dans les mandats précédents, quand ça avait été mis en place, il y avait une douzaine de médecins, les gens je connaissais, puis là maintenant, la fermeture de la cohorte crée un vide majeur. Alors, le projet de loi du ministre d'exiger que les nouveaux finissants pratiquent dans le public au Québec, j'espère que ça va porter fruit. Puis pour amener, entre autres, avec des effectifs un peu plus en région. Les défis sont là. Il va y avoir du travail à faire, j'en suis conscient, parce qu'en région, on a le droit au même traitement de santé qu'ailleurs au Québec, puis il va falloir continuer à travailler fort là-dessus pour qu'on ait les soins de santé. Puis je me cache pas, il va y avoir des enjeux, c'est clair. Puis ici, il y a Témiscamingue, à Témiscamingue, le CLSC, que là, c'est tous des gens qui sont de la main-d'œuvre indépendante. Autant de médecins qui viennent de l'extérieur, puis on en a ici. Donc, l'objectif, c'est de garder le plus de services possible, puis de faire le mieux, mais on ne verra pas le virage au cours des 6 prochains mois, c'est clair. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, et il y en a moins d'argent pour, notamment, le Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Comment on fait pour offrir des services requis pour les citoyens avec moins d'argent? Bien, en fait, le point à cet égard-là, globalement, dans sa globalité, autant en éducation qu'au niveau de la santé, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le système. La problématique qu'on a, le défi, nous autres, qu'on a, c'est la main-d'œuvre, OK, qui fait un manque. Donc, la main-d'œuvre indépendante était nécessaire, mais elle coûte cher. Sur le 130 millions initial, il y avait tout près de 90 millions du déficit
qui est relié à la main-d'œuvre indépendante. Quelque part, les pressions qu'on fait, nous autres, on dit au gouvernement, oui, vous avez reporté, mis l'échéancier de la main-d'œuvre indépendante en 2026, mais en toute franchise, on fait des démarches, puis il va falloir probablement revoir ça. Et mon feeling, puis ce que j'espère avec Santé Québec maintenant, eux vont s'occuper des opérations sur le terrain, qui vont dire, regardez, dans le contexte actuel de l'Abitibi puis la Côte-Nord, le budget qui est alloué, il va falloir qu'il soit revu, puis que la restriction qu'ils nous mettent là, le 90 millions, il va falloir qu'ils nous donnent des budgets supplémentaires. Moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, le gouvernement va dire, OK, des régions éloignées, vous ne pouvez pas rapidement à court terme vous passer, donc on va vous monter vos budgets tant que la situation ne sera pas résorbée pour les infirmiers, les infirmières, puis les préposés aux bénéficiaires. Il va falloir. Sinon, ça va être une pression énorme, puis c'est notre travail, à moi puis mes collègues, Suzanne et Pierre, de dire au gouvernement, regardez, les budgets que vous exigez, nous autres, ne tiennent pas la route. Il faut que vous augmentiez les budgets. C'est notre travail, puis je pense que la seule solution va être là. La santé puis la forêt, est-ce que c'est les deux dossiers qui vous créent de l'insomnie? Disons qu'ils me font réveiller de temps en temps la nuit, oui. Puis, il y a toujours aussi le dossier à Rouyn-Noranda, naturellement, de la qualité de l'air, puis le volet de la fonderie. C'est un autre gros dossier. On parlait de Ryan, c'est certain. Celui-là aussi, à Rouyn, on a la relocalisation des 200 familles, les 200 portes qui, j'espère, là, devraient s'enclencher dans le courant de 2025. Les programmes sont en place et la Ville devait trouver les terrain pour faire la relocalisation des personnes, on est rendu là. Donc, on va rentrer dans l'étape, proprement dit, de ça. Puis ça, j'avais hâte. Parce que les dossiers, là, qui viennent le plus me chercher, puis qu'est-ce qu'on parle là? C'est la vie des gens. Je vous parle des choses qui vous empêchent de dormir, puis vous m'amenez la fonderie Horn. Alors, j'imagine qu'à votre place, je ferai la même chose. Mais c'est ça. On fait le travail. Puis, je vais vous dire, dans le contexte, je suis content d'être là. Parce que je suis du côté du gouvernement. Puis, c'est plus facile quand tu es du côté gouvernemental de travailler avec les ministres en place puis le gouvernement. Ça aide à ce moment-là. J'établis une bonne confiance. Mais comme je te dis, qu'est-ce qui vient me chercher le plus? On parle de dossiers humains, là. OK? Les personnes qui perdent leur travail. OK? C'est énorme. Ça a des impacts familiaux très importants. Puis on suit la situation de près ici avec les comités d'accompagnement, autant du côté des femmes, OK, des conjointes et autres. La violence conjugale, l'alcoolisme, la drogue, la dépendance sont tous des effets collatéraux de tout ce qu'on vit là. Puis c'est que ça, ici, on le voit, puis c'est intense au Témiscamingue. Puis du côté de Rouyn-Noranda, bien, relocaliser 200 familles, c'est la même chose. OK, c'est des gens, il y en a qui étaient contents de pouvoir être relocalisés, mais en même temps, c'est une pression humaine importante. En termes de stress, les gens, oui, on va les relocaliser, mais ça va être où, c'est quand, comment, à quel coût, etc. Donc ça, c'est des facteurs humains. Puis, je te dirais, le rôle le plus valorisant de député, puis le plus important, c'est celui-là. Qu'est-ce qui touche la vie des gens? C'est pour ça, pour moi, quand je vais en politique, je suis allé pour ça. Puis c'est une entreprise, je me dis, une entreprise, ça, moi, que l'entité ferme, c'est une affaire. Mais les travailleurs qui sont dedans, puis les gens qui travaillent dedans, puis les familles, ça, pour moi, c'est bien plus important que Glencore ou Ryan. C'est les gens qui travaillent dedans, pour moi, qui sont importants. Il y a évidemment des choses positives, il y a des choses difficiles, mais quels sont les dossiers dont vous êtes fiers là, dans les 12 derniers mois à l'Assemblée nationale? Bien, je dirais, c'est une perspective globale. Ici, on a fait quelques annonces d'infrastructures importantes. Je vais vous parler de la Maison des aînés, qui est un dossier vraiment particulier parce qu'il y a le volet aînés et alternatif. Le volet alternatif, c'est pour les personnes qui sont en perte qui n'ont pas d'autonomie. Par exemple, des personnes qui sont handicapées, qui se
déplacent en quadriporteur et autres. Ces personnes-là, ils sont jeunes, souvent, sont dans la trentaine, dans la quarantaine, puis il n'y avait pas d'endroit. La maison à Rouyn-Noranda va venir, le grand volet de la maison, les 48 places, va être pour ces gens-là. Puis ça, il n'y avait pas de ressources, puis j'ai visité certaines de ces personnes-là, vivaient dans des CHSLD. C'est des gens qui ont 40 ans, puis qui vivent avec des personnes qui sont plus 80 et autres, puis d'autres. Donc, ils vont avoir le lieu, puis ça, je suis très important à cet égard-là. D'autres volets que je travaille, puis qui ne sont pas encore annoncés, puis qui devraient enfin avoir des aboutissements. Dont vous allez me parler, parce que vous avez toujours, au fil des ans, aimé m'offrir certaines excuses. Oui, bien, on s'attend que le dossier, par exemple, de la zone d'innovation minière, va enfin se concrétiser. Ça a été long, mais c'est un bon dossier qui va être important éventuellement pour la région par rapport à ça. Des pavillons de recherche aussi. Les dossiers, quand le virage, celui forestier, il va y avoir le dépôt d'un nouveau projet de loi pour la réforme. Ça, je pense, quand on va rentrer en place, ça va être bénéfique pour l'industrie forestière ici en région. Celle-là est importante. Ça va l'être pour les travailleurs aussi, parce que oui, parce que ça va toucher, ça devrait aider à la compétitivité de l'industrie, avoir accès au bois des meilleurs coûts, puis avoir donc pour les firmes un meilleur rendement. Et ça veut dire à ce moment-là la réembauche de main-d'œuvre, puis en même temps pour la planification des travaux forestiers, tout ça. L'autre volet qui s'en vient aussi, ça va être la réforme. On travaille beaucoup pour l'agriculture en région. Parce qu'on sait encore une fois, nos climats ici, nos produits, qu'est-ce qu'on travaille, c'est pas la même chose que dans le sud de la province. Donc là, avec la réforme que le ministre a déposée, j'étais avec Mme Bolduc pour faire des réformes concrètement qui soient bien adaptées à notre agriculture ici au Témiscamingue puis en Abitibi. Parce c'est des enjeux différents. Alors, il faut que ça soit tout modulé en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. C'est que moi, ces dossiers-là, c'est vraiment ceux-là qui j'espère qu'on va accoucher dans les 2 prochaines années, avant que le gouvernement parte, parce qu'il va y avoir des élections. Donc, je dis tout le temps, ces temps-ci aux gens, là, j'ai dit, on a 2 ans, là, que je sais de toute assurance que je suis encore là. Donc, il faut pousser le plus d'enjeux et de projets possibles pour qu'ils soient faits et adoptés avant les prochaines élections. On a 2 ans que je sais que je vais être encore là. Est-ce que Daniel Bernard va quitter à l'issue de ce mandat? Ben, je dis tout le temps, c'est la population qui décide à un moment donné, même si je me représente. Mais non, je suis encore en réflexion là-dessus. Comme je vous disais un petit peu avant de rentrer en ondes, tu sais, je suis le plus jeune de ma famille. Je veux un peu être dans le sud de la province. J'ai 65 ans, 67 ans. Ma santé est encore là. Donc, ça va être mon premier critère. Puis le deuxième, c'est une décision familiale. Il faut que ma conjointe m'appuie là-dedans. Puis ça, on est encore un peu en discussion là-dessus à cet égard-là. Il y en a qui disent que 2 ans, c'est long en politique, mais 2 ans, ça passe vite quand on doit régler plein d'affaires. Oui. Oui, puis, tu sais, je suis là, je suis chanceux, j'ai une bonne équipe. J'ai ici Philippe Doherty au Témiscamingue qui fait un excellent bon travail, puis j'ai du personnel aussi à Rouyn-Noranda parce qu'on travaille pas tout seul. Je suis souvent parti, mais ce sont mes pôles ici qui pilotent beaucoup les dossiers, puis on travaille ensemble. Puis, comme vous dites, 2 ans, ça passe très vite. On a vu, par exemple, simplement l'élection de M. Trump, OK, qui vient de changer complètement la dynamique, puis qui crée à ce moment-ci des questionnements puis des inquiétudes. S'il met en place le fameux 25 %, ces tarifs, j'étais avec les gens d'LVL plus tôt aujourd'hui, puis eux, ça va avoir un impact. 65 % de leurs produits sont vendus aux États-Unis. Donc, tout ça nous crée un flou au moment qu'on se parle. On essaie de mettre en place, déjà avec le premier ministre, des mesures. Il m'a interpellé là-dessus parce que ça va être les régions qui vont être les plus touchées. OK? L'agriculture, les mines, les métaux, c'est nous autres. Puis je pense que les travailleurs n'ont pas besoin de ce chantage. Non, absolument pas. Donc ça, on travaille déjà, puis ça va être l'enjeu au cours des 6 prochains mois, là, ça va être de gérer les États-Unis puis M. Trump. C'est parce qu'on a beau mettre en place
des mesures. On avait un plan de match pour la forêt puis tout ça, mais là, est-ce qu'il va tenir encore la route dans quelques mois? On ne le sait pas, mais il faut être prêt à travailler puis déjà trouver des pistes de solutions. Daniel Bernard, on surveille ça. Merci d'être passé nous voir à Témis TV et revenez quand vous voulez avant l'échéance des 2 années. Et merci de m'avoir accueilli, M. Moreau. Puis effectivement, on va se faire des rencontres statutaires avec grand plaisir. Merci. Merci, puis joyeuses fêtes aux gens qui nous écoutent. Un bon 2025 à vous aussi. Merci, M. Bernard. Une nouvelle mouture d'accès aérien a été annoncée aux régions. Dès le 3 février 2025, les Québécois verront principalement les changements suivants. D'abord, des rabais entre 50 et 85 % sur les billets d'avion pour tous les gens qui vivent dans la province, l'accès aux tarifs réduits pour les vols à l'intérieur d'une région ou entre les régions sans avoir à passer par Montréal ou Québec, un processus simplifié, la réduction sera appliquée directement à l'achat auprès du transporteur aérien, fini donc les démarches et les délais pour obtenir un remboursement, les possibilités de réserver son billet plus de 6 mois à l'avance, soulignons que les organismes à but non lucratif pourront maintenant aussi profiter de ces avantages. Toutefois, les gens d'affaires, la part membre des chambres de commerce, restent dans l'attente, eux qui souhaiteraient en profiter. On a parlé à M. Philippe Noël, vice-président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, avant l'annonce de ces nouveautés aéroportuaires. Monsieur Noël, les gens d'affaires, à mon avis, le répètent incessamment aux politiciens depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Il faut améliorer le service de transport aérien au Québec. C'est une question de business. Oui, effectivement, en fait, c'est une question de desservir les régions aussi avec les grandes villes et tout le Québec et tout le territoire du Québec. Nous, à la FCCQ, on dit depuis longtemps que l'État a une responsabilité en matière d'occupation du territoire, donc a une responsabilité à l'effet que les transporteurs aériens régionaux puissent avoir un service efficace et à des prix, à des tarifs compétitifs. Et le transport aérien régional, c'est l'affaire de tous. Donc, pour nous, c'est important que ça puisse fonctionner adéquatement. C'est pour ça que nous sommes en mode solution aussi. Cette semaine, on a déposé un mémoire au gouvernement à cet effet-là avec 8 recommandations qui correspondent, je dirais, aux attentes du milieu des affaires, du milieu économique, mais aussi des régions. Notamment, bon, il y a des citoyens qui peuvent s'acheter des billets d'avion à 250 aller, 250 retour, 500 Cependant, et il faut rappeler à ces gens-là, puis aux autres gens qui utilisent le transport aérien, ces billets d'avion-là ne sont pas disponibles encore à tout le monde. Non, effectivement, ce qu'on demande de notre côté, c'est que pour amener du volume dans les appareils, donc plus de passagers, qu'on puisse ouvrir à davantage d'entreprises et aux OBNL québécoises pour qu'elles puissent bénéficier aussi de ces tarifs-là. Et là, on pense notamment à un entrepreneur qui voudrait aller à Montréal rencontrer des clients. On pense à peut-être des gens de Montréal qui iraient rencontrer des fournisseurs en région. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un maximum de passagers dans les appareils qui bénéficient de ces tarifs-là concurrentiels. Et ça va être au bénéfice des transporteurs, du transport aérien régional et des transports en général aussi. Et Monsieur Noël, je veux pas vous mettre dans une mauvaise situation, là, mais on a un premier ministre, je pense, qui connaît le monde aérien. Il a vu ça dans sa vie, je pense, le monde aérien. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps à ajuster un programme pour qu'il fonctionne? Il devrait normalement savoir que si on donne pas des billets à rabais aux gens d'affaires, qu'ils ne pourront pas faire de bonnes affaires. En fait, lui-même étant quelqu'un issu, comme vous le dites, du milieu des affaires, nous souhaitons évidemment qu'il soit sensibilisé à cette question-là, d'inclure les entreprises québécoises et les organismes à but non lucratif, comme les chambres de commerce locales d'ailleurs,
qui sont des OBNL, au programme d'accès aérien régional, le PAR, parce que c'est un programme qui pourrait fonctionner si on s'en donne véritablement les bonnes ambitions. Et si on faisait d'ailleurs connaître davantage ce programme-là auprès de la population et auprès des entreprises, afin qu'elles puissent bénéficier pleinement, en fait, des tarifs aériens compétitifs et utiliser les liaisons aériennes régionales au Québec. Mais Frédéric, le coût des billets d'avion, c'est pas tout, là. De quoi ont l'air les aéroports à travers le Québec et quel est le personnel disponible pour les gérer, les opérer, ces aéroports-là? C'est d'autres questions que vous amenez dans votre mémoire, là, cette semaine. Oui, c'est une de nos recommandations d'ailleurs à la Fédération des chambres de commerce du Québec d'avoir une plus grande importance pour l'entretien des infrastructures aéroportuaires. Actuellement, les sommes disponibles correspondent en partie, des fois, à un seul projet pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est nettement insuffisant. On a dévoilé il y a quelques semaines une étude qui dressait le portrait par secteur de transport des besoins en matière de maintien des actifs et d'entretien des infrastructures de transport. Donc, on aborde le transport aérien régional, mais on aborde aussi le routier, on aborde le transport collectif, on aborde le maritime, le ferroviaire. Et le constat est qu'il faut en faire davantage pour le maintien des actifs. C'est le cas aussi pour les aéroports régionaux qui ont grandement besoin d'amour dans certains cas. Il y a des cours de pilote d'avion qui se donnent en Abitibi-Témiscamingue, vous le savez, puis comme dans d'autres endroits du Québec. On en a besoin de pilotes, hein? Le chiffre est énorme, 26 000. C'est pas réglé comme dossier, ça, là. Et c'est pour ça qu'il faut faciliter l'accès aux formations pour obtenir une licence de pilote. Et souvent, ces formations-là coûtent très cher, sont dispendieuses. Comme l'industrie fait face à une rareté de pilotes et que les besoins sont quand même tout de même présents, c'est important justement de s'y attaquer et d'inciter plus de jeunes à se diriger vers ces créneaux-là, mais aussi de faciliter leur admission, notamment sur le plan financier. Et c'est pour ça qu'on adresse cette problématique-là dans le mémoire qu'on a déposé cette semaine au gouvernement du Québec. Est-ce que l'ancien patron d'une compagnie aérienne va arranger les choses ou est-ce que ça va être évidemment une promesse électorale à ceux qui vous appuient dans les démarches, là? Parce que les gens du PQ sont là, je le sais, pour avoir déjà parlé à des représentants. Les libéraux aussi, QS aussi, seraient intéressés à améliorer. Donc, est-ce que ça va se régler avant les prochaines élections, vous pensez? Ou vous devrez répéter votre message? Il va falloir que le gouvernement précise rapidement ses intentions pour le transport aérien régional au Québec. Je vous dirais que de notre côté, du côté du réseau des chambres de commerce locales et régionales, on en entend énormément parler. Les chambres de commerce locales sont vraiment actives sur le terrain sur ces questions-là. Elles nous interpellent. Mais les transporteurs aussi, de leur côté, souhaitent que ça fonctionne, souhaitent faire davantage de liaisons aériennes, mais ça demeure des entreprises aussi. Donc, elles ne font pas ça à perte. Donc, c'est pour ça que nous, on réfléchit constamment à des solutions pour amener davantage de passagers dans nos appareils et on pense que ça commence par des tarifs compétitifs pour les billets d'avion, mais aussi une meilleure connaissance des programmes qui s'offrent à la population et souhaitons-le aux entreprises et aux OBNL. Monsieur Noël, je ne veux pas vous répéter la mauvaise blague que tout le monde a dû faire ou doit vous faire ce temps-ci, mais on vous souhaite un bon temps des fêtes, un joyeux Noël. Merci d'avoir participé à cet entretien et d'être joyeux, Monsieur Noël. Merci à vous. Merci pour le temps. Bonne journée. Bonne journée. Les gens d'affaires du Témiscamingue pourraient éventuellement modérer leur transport en réduisant les coûts dans les années qui s'en viennent. Du moins, si on en croit les constats et un plan d'action rendu public par la Société de développement du Témiscamingue et la Société d'aide au développement du Témiscamingue. Une étude rendue récemment publique est principalement destinée à réduire le prix du camionnage dans la région
qui va de solides recommandations, suggère entre autres la mise en place d'un plan stratégique de développement régional du transport et la fondation d'un regroupement d'achat pour les services de transport. Plus concret, la construction d'un centre de distribution multifonctionnel pouvant recevoir différents types de marchandises sèches, réfrigérées ou congelées et situé quelque part au centre du territoire témiscamien est proposé. Pour en parler, Louis Kerouac, il est l'agent en stratégie numérique Société de développement du Témiscamingue et il est passé dans notre salle de nouvelles. Louis Kerouac, j'aime bien ce que j'ai vu dans un projet de la Société de développement du Témiscamingue. Après des années où les citoyens se sont certainement dit tout au long de leur travail, tout au long de leur implication commerciale, industrielle, ça coûte cher en tabarouette. Le camionnage. Le transport. Le transport. Ouais. Et là, survient ce projet-là qui est, ma foi, très intéressant. C'est un projet qui est très porteur. C'est un projet qui est très porteur. C'est un projet qui en fait, l'origine de ce rapport-là, de ce travail-là. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'avais été mandaté par la Société de développement du Témiscamingue pour aller à la rencontre des entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur essentiellement alimentaire. On peut parler d'épicerie, de dépanneurs, de restaurants. C'était ça, finalement, qui était le mandat. Pour aller voir, parce qu'on avait un constat sur le territoire, bon, les restaurants, ça va, ça vient, ça va. Bon, quel était l'état de la situation? Et c'est ça, c'était suite aussi à l'effet pandémique, qui a eu un effet dévastateur chez les restaurateurs. Donc, ça, c'était suite à ça. Là, on a besoin d'avoir un portrait de la situation, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, je suis allé les rencontrer, mais on se rend compte aussi que dans les restaurants, certaines communautés n'ont pas de restaurant. Mais l'épicier du coin, le dépanneur du coin, va offrir une certaine restauration, une forme de restauration plus rapide. De l'alimentation pour ses clients. Oui, de l'alimentation pour ses clients. Oui, sandwicherie et tout ça, mais même certaines organisations, certaines épiceries, à un moment donné, sont rendues maintenant avec des plats préparés. Donc, c'est une forme de restauration. Donc, j'ai fait le tour de ces gens-là. Pour aller les rencontrer, pour aller voir avec eux autres, c'est quoi les enjeux, avec quoi ils fonctionnaient. Puis, le constat en général, il disait, je pense que dans l'ensemble, ça va relativement bien. Il y a des restaurants qui vont, des restaurants qui ferment. Il n'y a pas si longtemps encore, on a le Saint-Anne de Ville-Marie qui a décidé de revoir un peu sa formule de restauration, tout ça. Donc, il y en a eu quelques-uns là-dedans. Mais, dans l'ensemble, c'est un travail. Le travail de restauration, c'est pas simple. L'effet pandémique, j'en ai parlé, c'est quelque chose qui a été dévastateur pour eux autres. Donc, à partir de là, on s'est dit, et tout le monde a identifié le transport comme étant un enjeu important. L'effet pandémie aussi a fait en sorte que les coûts ont augmenté en termes d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement a été brisée en pandémie. Donc, cette chaîne-là, le temps qu'elle reprenne son air d'aller, a fait en sorte que les coûts ont explosé, autant dans leurs produits qu'ils ont besoin d'acheter que dans le transport pour les acheminer au point de vente. Donc, tout ça. Donc, on s'est dit, bien, après quoi on peut travailler, nous? On peut vouloir dire qu'on veut travailler sur le prix du café, mais c'est pas nous autres qui gèrent les changements climatiques, c'est pas nous autres qui gèrent l'industrie du café, ce qui se passe en Colombie puis au Brésil. On n'est pas là-dedans. Mais les propriétaires de restaurants veulent une solution. Ben, ils veulent. Ça n'a pas d'allure. On va avoir un état de la situation. Donc, c'est pour ça qu'on est allé là. Donc, on a dit à la SDT, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire justement un état de la situation du transport sur le territoire? Et ça, c'est pas un domaine auquel que moi, je suis familier. Sauf que moi, j'ai piloté le dossier avec un consultant, un spécialiste dans le domaine du transport, qui, lui, est allé rencontrer les entrepreneurs. On lui a fourni des noms d'entrepreneurs. On a travaillé sur ce projet-là avec lui. À toutes les semaines, on avait des rencontres hebdomadaires. Où est-ce qu'on est là-dedans? Qu'on soit capable de se challenger puis adapter souvent ce que lui allait chercher comme information, mais l'adapter aussi sur le territoire. Parce que il y a des fois des confusions. Abitibi et Témiscamingue, il faut être capable de faire les différences. Le territoire témiscamien a ses particularités et l'Abitibi a les siennes. C'est ce qui fait que dans un contexte comme celui-là, on travaillait quotidiennement ensemble, assez régulièrement ensemble. Je dirais plus à toutes les semaines. Mais de là, justement, on est sorti un rapport qui ont fait des constats qu'effectivement, les coûts de transport. Mais les coûts de transport sont reliés directement aux coûts de main-d'œuvre puis aux coûts des carburants.
Ça, c'est exactement ça. Donc, ça aussi, c'est une place où ce que les coûts des carburants, bon, ça, c'est fluctuant, c'est international, ce sont des choses comme ça. Donc, évidemment, les coûts de main-d'œuvre viennent de la pénurie qui va avec. Donc, tout ça, ça va ensemble. Donc, effectivement, il est arrivé, puis on a fait différents constats par rapport à tout ça. Et arrivé aussi avec certaines pistes de solutions. Ouais, c'est ça aussi que c'est intéressant. C'est ça. C'est ce que tu dis, Louis, c'est intéressant parce que c'est pas seulement une étude, là. Non. C'est pas seulement, bon, qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça coûte cher. Il y a des solutions, il y a du concret. Oui. Et c'est ce qui peut être intéressant pour nos citoyens, c'est que, wow, on a regardé ce qui se passait, et là, ben, peut-être que ça va se solutionner, ça va se régler. Oui, c'est ça. D'abord, ça va se régler, c'est sûr. Ça va se régler, c'est sûr. Il y a un travail à faire. Il y aura un travail à faire là-dedans, et de par les recommandations, puis de par les constats qui ont été faits. Notre consultant nous dit, vous êtes dans un secteur où la compétition en transport n'est pas très forte, n'est pas très présente. Ouais. Donc, la compétition n'étant pas présente, est-ce que la compétition fera en sorte que les coûts de transport pourraient diminuer? C'est une chose à voir, c'est une chose à évaluer. Et pour justement être capable de voir. Et parmi les pistes de solutions, on peut-tu commencer par faire un inventaire aussi des transporteurs pour permettre à nos gens d'être capables d'avoir une liste de personnes à qui parler, peut-être pour avoir des prix à tel endroit versus tel prix. Donc, une certaine compétition qui peut s'installer. La compétition, c'est jamais mauvais. Donc, à partir de là, ben, peut-être que les gens vont être capables de dire, OK, ben moi, je vais faire affaire, j'ai un volume de temps, tu sais, tout ça. Parce qu'en même temps, on a fait certains constats dans ce rapport-là qui, des fois, sont à l'avantage aussi du territoire. Même nos coûts par rapport à les coûts de transport, ben, moi, finalement, la commande que j'avais passée aussi à notre consultant, j'aimerais que tu nous compares, nous, un matériau, peu importe, quelque chose, un transport qui part de Montréal, qui s'en vient à Ville-Marie, en passant par Rouyn-Noranda souvent, ou en quelque part en passant par l'Ontario, ou en quelque part qui part de Toronto pour venir par ici avant de se rendre à Rouyn-Noranda. Il y a toutes sortes de... Les voies de transport ont toutes été identifiées aussi à ce moment-là. Donc, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on paie pas plus cher ici que qu'est-ce qu'ils vont payer sur la Côte-Nord, en Gaspésie ou ailleurs. Des fois, on a l'impression que c'est ça, sauf que c'est pas le cas. Donc, à l'intérieur de ça lui donner, OK, ça c'est une piste qui est intéressante pour nous, bon, bâtissons là-dessus. On va être capable de travailler plus loin là-dedans. Donc, et il y a un autre constat qui est majeur, c'est celui que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul sur notre territoire à avoir ce problème-là. Toutes les autres régions du Québec le vivent. Et qui dit transport qui se rend au Témiscamingue, ben, passe par l'Abitibi ou passe par le nord-est ontarien. Donc, il y a des choses à voir à l'intérieur de ces choses-là. Puis ces pôles-là, pour qu'on puisse travailler ensemble, à être capable d'évaluer et être capable de trouver des pistes de solutions pour que nos commerçants, entrepreneurs et peu importe de toutes sortes sur le territoire puissent avoir un choix pour être capable d'avoir une certaine vision de compétition là-dedans. Justement, Louis, nos commerçants veulent avoir du choix pour leur clientèle. Oui. Et souvent, le même produit se retrouve d'un marchand à l'autre. Donc, s'ils ont le même produit à vendre, ils pourraient très bien acheter en grande quantité et l'entreposer quelque part le temps de l'offrir. Ça a fait partie des pistes de solutions qui ont été éventuées. Parce que il y a... Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on veut construire un édifice qui pourrait permettre de sauver des coûts de transport. Ouais, ça c'est une des pistes qui est envisagée. Mais qui dit centre de distribution sur le territoire ici, dit main-d'œuvre, opération et tout ça. Il faut être capable d'évaluer ces coûts-là. Ça, c'est sur le territoire ici. Oui, ça fait partie des choses qui sont envisageables. Et ils ont démontré, à l'intérieur de ce document-là, qu'il y a des économies d'échelle à faire. Importantes, quand même. Il y a des économies d'échelle à faire importantes, puis il y a des économies en termes d'empreinte carbone aussi à faire, qui sont vraiment aussi à considérer dans l'époque à laquelle on vit. Pas le choix. On est rendu là. Ouais. Donc,
évidemment, ce sont tous des pistes de solutions. Sauf que il faut que les intervenants socio-économiques de tout le territoire, de l'Abitibi et du Témiscamingue, se concertent justement pour voir. Parce que le même transport qui amène des produits en Abitibi s'en vient chez nous par la suite, ou qui part de Toronto, passe chez nous, il s'en va en Abitibi par la suite. C'est ça, finalement, qui est la donne. Donc, il faut qu'on travaille tout le monde ensemble sur la même chose. Donc, les organismes régionaux, il y a eu une présentation faite de ce rapport-là à ces organismes-là, et pour voir, et de toutes sortes de représentants. Y a-t-il une ouverture? Oui. Absolument. Il y a des ouvertures à travailler sur ce projet-là. Il y a des ouvertures à travailler puis être capable d'évaluer les choses. Donc, je pense que les gens sont comme intéressés. Tout le monde est intéressé à faire en sorte que leurs entreprises locales puissent avoir un meilleur service, une meilleure compétition au niveau du transport et tout ça. Et en même temps, il faut se le dire, il y a des transporteurs régionaux qui font un excellent travail aussi. Ici, il ne faut pas avoir peur de ça. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une vanne de 45 pieds qui va se rendre à la force pour être capable d'aller livrer des choses comme ça? Est-ce que c'est nécessaire, ça, là-dedans? Est-ce qu'on peut utiliser d'autres moyens d'être capable d'acheminer des produits-là qui pourraient faire en sorte que ce serait moins cher et moins dur sur l'empreinte carbone aussi en même temps? Donc, il y a toutes sortes de choses à évaluer. Ça, c'est vraiment un domaine qui est complexe. Moi, je le découvre au fur et à mesure que j'avance là-dedans, mais c'est un domaine qui est pas nécessairement simple. Mais, faut se le dire aussi, tout ce qui s'appelle alimentation, le gros distributeur en termes d'alimentation sur le territoire témiscamien, il s'appelle BNDE. Bien qu'il y a Gordon Food qui vient ici, bien qu'il y a Cisco qui vient ici, bien qu'il y en a d'autres aussi qui viennent livrer des produits en alimentaire, mais celui qui fait le tour, c'est lui qui fait l'ensemble des municipalités du territoire, c'est BNDE. Donc, il est basé à Amos, puis on a eu une rencontre avec lui aussi. J'ai même rencontré, suite à la première rencontre que j'ai faite avec ces restaurateurs-là, puis les gens du côté de l'alimentaire, on a jasé, c'est une personne qui est très ouverte à regarder, et il est en affaires, bien sûr, mais et qui lui pourrait trouver s'il y a des façons de faire qui sont différentes et qui rejoignent les objectifs et de l'entreprise et de nos représentants et de nos entreprises à nous, et pourquoi pas? Donc, tout le monde est ouvert à être capable, mais il faut qu'il y ait un travail qui soit fait là. Donc, le dialogue est entamé. Oui. Et qui dit dialogue dit communication, solution. Oui. Dans combien de temps est-ce qu'on va régler le problème du transport en Abitibi-Témiscamingue? J'aurais de la difficulté à être capable de mettre une date là-dessus. C'est très difficile à être capable d'évaluer parce que c'est un domaine qui est large. C'est un domaine qui touche l'ensemble. Il y a beaucoup de composantes là-dedans. Donc, évidemment, les intervenants socio-économiques sont là en disant « Ah, ben OK, parfait, nous, il y a ça. Est-ce que ça va être le CRDAT nouvellement remis en fonction ou est-ce que c'est la table des préfets? Qui peut avoir un mandat là-dedans par rapport à tout ça pour être capable d'aller plus loin? Est-ce qu'il y aura un comité spécial de formé? C'est là qu'on en est. Parce que le rapport a été déposé seulement qu'en novembre. Donc, effectivement, il faut le mâcher, ce rapport-là. Oui, c'est très récent. Donc, et là, les gens ont eu une présentation de ce rapport-là. Ce rapport-là, il est disponible sur le site de la Société de développement du Témiscamingue en son entier. Tout est là. Donc, les gens peuvent y aller chercher les informations qu'ils ont besoin d'avoir. Donc, nous, on a fait le travail pour notre territoire et on pense que ce sera un travail qui devrait être fait à la grandeur de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour qu'on soit capable de mettre ensemble des solutions. S'informer sur le rapport, le comprendre. Oui. Et peut-être ajouter des recommandations. Il y a peut-être la bonification à faire à partir de ce que nous, on va faire comme constat. Donc, c'est ça qui est... C'est pas nécessairement... il n'y a rien qui est gelé jamais. Là. Surtout ça, c'est un processus qui est en évolution. Là, on avait besoin d'avoir un portrait, on avait besoin d'une photo de ce qui se passait sur notre territoire aujourd'hui, ici, maintenant. C'est ça qu'on a fait avec ce rapport-là. Et ça a donné quand même de belles pistes, de belles indications. Et de se comparer avec d'autres secteurs aussi du Québec. J'ai trouvé ça intéressant aussi dans la formule pour être capable d'avoir une vision de comment on est desservi en termes de transport sur notre territoire aussi. Si TMSTB s'y est intéressé, c'est que c'est très intéressant pour la région du Témiscamingue et de l'Abitibi aussi, il faut comprendre. Absolument. Alors, j'imagine que quelques mois, et il y a des choses qui vont avancer. Il y a sûrement des choses qui vont avancer. Évidemment, moi, j'ai été mandaté par la SDT pour le faire. À partir de ce moment-là, le conseil d'administration de la SDT est au courant, le comité économique de la MRC l'est aussi, tout le monde et des intervenants socio-économiques du territoire de l'Abitibi et du Témiscamingue le sont aussi. Donc, tout le monde est au fait de ce rapport-là. Maintenant,
À partir de là, les actions posées, ça va être un cheminement collectif qui va devoir se faire parce qu'on sait très bien que le transport, ce n'est pas que Témiscamingue. Ce qui passe à Rouyn s'en vient chez nous, ce qui passe chez nous s'en va à Rouyn. Il faut être capable, je pense, de tout le monde de travailler ensemble sur ce domaine. Il y a certainement moyen de modérer nos transports. Pendant la période des fêtes, c'est peut-être une bonne je dirais ça, un bon closing. Puis en 2025, d'y arriver. On l'espère, on le souhaite Louis évidemment. Terroir, merci beaucoup de votre intervention. C'est très intéressant. Ça ressemble à du développement, ça. Ça ressemble à du développement parce qu'on est la société de développement du Témiscamingue et je pense que ça fait partie des éléments, un des éléments clés. Salut. Grand plaisir. Merci. Les citoyens de Témiscamingue vont devoir trouver un remplaçant au maire Pierre Gingras, le septuagénaire qui a remis sa démission. Ça s'est passé à l'issue du conseil de ville du mardi 10 décembre. Il évoque un surcroît de stress et un manque d'énergie. Monsieur Gingras, longtemps conseiller et maire en relève après notamment Philippe Barrette, aura donné plus de 2 décennies à la ville. Un maire suppléant doit être désigné avant son départ le 31 janvier prochain. Notre intérêt pour l'agriculture reste bien présent. C'est pourquoi on vous parle des producteurs de grains du Québec qui sont encouragés. Dans la région, certainement aussi. On voit d'un bon œil le projet de loi sur la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Les PGQ tiennent à souligner leur appui au projet de changement législatif visant à mieux protéger le territoire et les activités agricoles des productrices et producteurs de grains du Québec qui cultivent près d'1 million d'hectares. Ils analysent présentement le projet de loi avec l'Union des producteurs agricoles, mais à première vue, ils abordent plusieurs éléments importants pour nous et qui sont ressortis dans le cadre de la consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles. Le président des producteurs de grains du Québec, Christian Overbeek, rappelle que le territoire agricole est limité alors que les superficies cultivées par citoyens québécois par habitant n'a quasiment de marge car il approche tout juste de la moyenne mondiale. Les PJQ souhaitent rappeler qu'au cours des années, le Québec a perdu plus de 60 000 hectares ou 600 km² de superficie agricole pour des usages non agricoles. En théorie, ça signifie une perte de capacité de nourrir près de 250 000 Québécois. Les tables locales d'aînés, il y en a 6 dans notre région, mais ce sont des instances collaboratives visant à améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées dans leurs communautés respectives. Leur mandat comprend l'identification des besoins des aînés, la planification et la coordination d'initiatives adaptées, ainsi que la promotion de leurs droits et intérêts. Ce mois-ci, dans l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, on vous invite à lire un enrichissant document sur nos gens âgés, une réalisation de beaux travaux de Mme Lily Germain. Samedi, le 7 décembre 2024, c'était le souper organisé par le club Le Bel Âge et la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Ça se passait au Polydium. Et messieurs Ernest Laplante et Fidèle Barry de la Chambre de commerce et du Fonds de relance ont remis à M. Michel Vaillant, qui est président de l'Assemblée de fabrique de la paroisse catholique de Saint-Joseph, un chèque au montant de 40 000 $. Un montant qui va servir à financer le remplacement des chaudières existantes de l'Église, chaudières qui ont 45 ans d'existence, et qui doivent être remplacées rapidement. M. Philippe Duguay, responsable du Fonds de relance, et tous les membres de l'exécutif de la Chambre de commerce et du Fonds de relance de Notre-Dame-du-Nord ont été remerciés et félicités pour ce don généreux. Certains élus continuent de s'investir au Témiscamingue. C'est le cas de la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, Mme Chantal Rouleau, et du ministre responsable de la région de la Mauricie et de l'Abitibi-Témiscamingue, de la région nord du Québec,
le ministre du Travail, Jean Boulet. Ils ont annoncé un investissement de 4 210,102 $. Ça vient bien sûr du gouvernement du Québec et ça devrait permettre à l'Alliance pour la solidarité de l'Abitibi-Témiscamingue de renouveler ses travaux et assurer la réalisation d'initiatives concertées. On le souhaite en utilisant les citoyens, les mobiliser, en les accompagnant vers leur participation. C'est ainsi que nous complétons ce tour d'horizon de l'actualité sur Témis TV. Merci aussi de nous rejoindre sur la page Facebook Témis TV, de plus en plus populaire et fréquentée. J'en suis bien fier, tout comme notre équipe.